Bonjour à tous et félicitations, si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog et je démarre immédiatement sans attendre par les trucs vus récemment. J'ai terminé Landman, donc vivement la saison 2, un chef d'œuvre pour moi, c'est du genre. Je crois que c'est le truc que j'ai préféré de Sheridan à ce jour, voilà, ça démarre extrêmement bien. J'espère que ça va durer. Donc voilà, Billy Bob Thornton, mais je l'aimais bien, mais là, c'est une révélation, de mon point de vue. Aucune critique à faire. Peut-être si, mais c'est propre à Sheridan, c'est un peu trop de chansons country tout le temps, enfin, c'est beaucoup quand même. Voilà. Qu'ai-je vu d'autre? Ah ouais, une des plus grosses baffes de ce début d'année. À l'aube de l'Amérique sur Netflix, la mini-série, enfin, ouais, mini-série, putain, parce que en fait, ça veut pas enregistrer. C'était tellement bien, j'aurais aimé que ça continue, mais ça ne peut clairement pas vraiment continuer quand on voit comment ça se conclut. Et sincèrement, dans le domaine western, tout ça, conquête de l'Ouest, tout conflit, naissance de l'Amérique, évidemment, c'est une masterclass inouïe, quoi. Mais tous les acteurs, actrices, la réal, il y a des plans de dingue. C'est incroyablement bien rythmé. On a que 6 épisodes, du coup c'est bien resserré. Je crois que les épisodes font quand même au moins 50 minutes, donc on n'est pas non plus... Enfin, il y a de quoi faire, mais sérieusement, ça défile très vite. La fin qui est ouf. C'est dur. Je vous la recommande Mais alors vraiment, hein, si vous aimez les westerns bien violents, mais pas violents teubés, quoi. Une violence réaliste et qui a du sens. Enfin, c'est terrible, les trahisons, les ambitions, quoi. Enfin, le clash des ambitions et les éthiques qui s'écroulent voilà, face à des gens qui ne voient que leur intérêt. Si vous aimez les westerns, vous allez adorer. Si vous aimez pas les westerns, vous allez adorer. Bref. Qu'ai-je vu d'autre? Ah ouais, que n'ai-je pas vu d'autre? Emilia Pérez. On avait insisté pour que je lui donne sa chance. Je sentais très mal, hein, parce que bon, moi dernièrement les comédies musicales que j'ai tentées, j'ai été vite puni. Et puis on m'a dit non, mais Alex, tu vas voir là vraiment Emilia Pérez. Oui, c'est comédie musicale, mais c'est pas comme tu le crains en fait. Et comme je suis très con, je me suis dit ok. Et puis les retours aussi. Enfin, sincèrement, là on est loin de Joker 2. Enfin, les retours sont très positifs, absolument partout. Je parle même pas de Golden Globe et tout quoi. Donc je l'ai lancé et dès la scène d'ouverture, ça commence à chanter. Donc là je me suis dit aïe aïe. Et puis je chantais en parlant, donc vraiment comédie musicale. Hein, ça chante pas une chanson normale. C'est voilà, la meuf elle parle, mais enfin elle parle en chantant. J'ai vu ça donc direct. C'était difficile et je me suis dit allez, fais un effort, c'est que le début du film, ça va peut-être se calmer, etc. Bon, au moins, elle danse pas, quoi. Et au moment où je me dis ça, elle se met à danser. Elle a choré, mais tout ce que je redoutais, tout ce que je supporte pas vraiment, quoi. Avec les gens dans la rue qui se mettent à danser, genre West Side Story, enfin... Et, comment dire, j'allais dire les paroles, mais enfin bon... N'est-il pas possible d'un monde avec de la justice, où les gens seraient pas méchants? Bon, comme ça, pleurer des yeux et saigner des oreilles. Donc j'ai arrêté. Je suis désolé, c'est voilà, c'est moi, c'est mes limites. C'est les limites qui font que je ne serai jamais critique, au sens noble, je veux dire. Donc Mia Perez sans moi. Je n'ai pas les... Voilà, c'est comme Superman à la kryptonite, je ne peux pas. Et d'ailleurs, à propos de Superman, j'ai par contre dévoré les 2 docus qui sont sortis récemment. Il y en a un qui est français et un qui est américain, produit par DC et compagnie. Le Superman Éternel, c'est le documentaire français qui dure, je crois, 50 minutes à peu près. Et Superman, c'est pareil, de Christopher Reeve Story, c'est donc l'américain qui est beaucoup plus long, il y aura le temps d'un film, hein, donc 1h45, un truc comme ça. Et logiquement donc plus riche, hein, on va pas se mentir. Néanmoins, j'ai trouvé les deux totalement complémentaires. Je sais que David Fintucker avait fait ce constat également après avoir visionné les deux. Bah ouais, sans surprise, je rejoins complètement. Extrêmement touchant. Ce qui est bien, c'est que le docu français donc exploite une interview donnée par Christopher Reeve quelques mois avant son décès et qui est bouleversante de beauté, de réflexion, de lucidité sur énormément de choses. Enfin, cet homme était incroyable. Et j'ai passé un très bon moment. Sincèrement, t'as un peu la boule au ventre, quoi. Parce que, enfin, surtout quand c'est comme moi, d'une génération qui s'est pris le Superman d'honneur en pleine gueule. Le premier, je veux dire. Moi, comme je l'ai déjà dit, le premier Superman, c'est le premier film hors dessin animé que je suis allé voir au cinéma, de mémoire. Un choc dingue. Donc... absolument génial. Je vous les recommande tous les deux, pardon, énormément.
ainsi que le film coécrit, réalisé et interprété par Daniel Auteuil, Le Fil, que j'ai découvert donc tardivement et qui m'a mis une claque totale. Quel bonheur! Vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que Daniel Auteuil, c'est sans l'ombre d'un doute mon acteur français préféré, mais alors depuis extrêmement longtemps et encore à ce jour. Là, il est magnifique. Alors, c'est inspiré d'un fait réel, j'ai vu. Alors, le film de procès par excellence. Moi, j'adore les films de procès. Et là, on est dedans dès le début. Il y a une tension vraiment féroce. Une forme de... Alors, le réel est excellente, hein, franchement. Daniel Auteuil, réel, bravo, quoi. L'histoire, donc, d'un avocat qui va prendre la défense d'un type accusé d'avoir tué sa femme et qui prétend que il n'y est pour rien et dont les premiers éléments... Enfin... Comment ne pas trop spoiler, les premiers éléments en fait achèvent de convaincre Daniel Auteuil que en effet ce n'est pas lui l'auteur du crime. Et on va suivre donc toute cette affaire, sachant que le mec est pas très simple à défendre parce qu'il est pas très bavard. Génial, immense coup de cœur, ça fait plaisir, un de mes films français préférés dernièrement, mais ça, franchement sur 2024 déjà j'avais dit j'ai eu pas mal de coups de cœur français, 2023 aussi finalement. Donc c'est cool. Et je terminerai avec le Jerry Springer Show que j'ai vu, donc documentaire en 2 parties seulement. C'est un peu étonnant, mais voilà. Après, en même temps, c'est assez complet en 32 parties. Donc ça vous fait 2 heures à peu près. Sur Netflix, qui revient sur voilà, cette émission de trash TV, mais alors vraiment... qui a sévi et régné, on peut dire, aux États-Unis pendant, je crois, plus de 25 années. C'est complètement ou de la fin des années 80, il me semble, jusqu'à 2004-2005, un truc comme ça. Avec donc des sujets ultra racoleurs à base de tromperie, de haine, de machin, sachant que le concept c'était de pousser les invités à se bastonner dans le laps, enfin entre le début et la fin de l'émission, quoi. Et ils y parvenaient très souvent. Mais alors, comment y parvenaient-ils? Le truc intéressant, c'est que même moi, bon, le Jerry Springer Show, j'en avais entendu parler en France vaguement, quoi. Je savais ce que c'était. Après, plus tard, quand il y a eu Internet, tout ça, j'ai vu des extraits. Je me souviens d'ailleurs d'une époque où on accusait, enfin, on reprochait à De Chavannes avec Ciel Montmardi de basculer dans le Jerry Springer Show, c'est-à-dire vraiment de chercher les bastons, et d'ailleurs il en avait joué puisqu'il avait fait venir des comédiens, bref, toute une histoire. Sachant que le Jerry Springer Show, il y a eu des soupçons, on va dire, plus que des accusations, mais des soupçons de justement d'acteurs en fait. Carrément c'était too much, quand tu regardais ça, tu disais mais c'est pas possible, quoi. Ils sont engagés, ils font semblant, quoi. D'après le docu, un des trucs ultra choquants en fait, c'est que non, il n'y a pas eu d'acteur. C'est assez étonnant. Alors il y a eu une fois un truc chelou, mais je vous laisserai la surprise. Donc bref, une facette de l'Amérique qui fait vraiment de la peine parce que on voit d'un côté quand même de belles enflures à la prod, tout quoi, et de l'autre des gens tellement naïfs, tellement désemparés, bon pour certains tellement juste bêtes, hein, sérieusement, mais ça n'excuse pas ce qu'on en a fait de ces gens-là. Enfin voilà, c'est génial. Même si le sujet te passionne pas directement, ça t'apprend quand même beaucoup de choses sur une période de la télé américaine, et c'est vraiment, c'est quand même le Jerry Springer Show qui a dominé Oprah Winfrey pendant un certain temps aux États-Unis. C'est donc totalement ouf, quoi. Voilà, et je vais passer aux questions sélectionnées. Je le fais plus depuis quelques temps, mais là je vais commencer en signalant que j'ai participé à des lives. Il est vrai aussi que, hormis chez l'ami Johnny, c'est devenu quand même très rare. Enfin, c'est devenu, ça n'a jamais été très fréquent, mais c'est assez rare d'habitude. Et là, j'ai fait 2 lives quasiment coup sur coup, en tout cas dans la semaine précédente. J'étais dimanche dernier chez Merege. Donc voilà, donc on a fait tout le live ensemble, c'était super cool. C'est bien marré. Et j'ai fait un live spécial David Lynch chez Dirty Tommy. Il m'avait proposé de le rejoindre pour papoter ciné, série, etc. J'avais bien sûr accepté. Et puis quelques minutes, enfin je crois une demi-heure, 3/4 d'heure avant qu'on commence, on apprend le décès de David Lynch. Donc tous les deux choqués. Et on n'était évidemment pas du tout d'humeur à parler d'autre chose, et on a souhaité donc lui rendre hommage, ce qui était bien logique. Donc c'est devenu une émission spéciale David Lynch. Voilà, on a échangé nos ressentis et nos souvenirs sur son œuvre, l'homme aussi.
Et on a été rejoint d'ailleurs par Mireille, voilà, qui est resté avec nous sur toute la dernière demi-heure. Voilà, un très très chouette moment que je vous recommande totalement également. Mais donc pour moi c'est une activité de participation au live complètement inhabituelle. Et j'enchaîne avec les questions. Tu sembles critiquer Michael Nyman. La BO de Bienvenue à Gattaca est une de mes préférées ever. Non, Michael Nyman, je l'ai pas critiqué en fait. C'est parce que je sais plus à quoi tu fais référence. Ah oui, c'est quand je disais, oui, quand je parlais de la BO de A Real Pain et où je disais c'est du Klederman. J'aurais pu dire, j'allais dire Michael Nyman, mais à côté c'est un génie. Bah non, c'était pas une critique avec Michael Nyman du coup. C'est que Michael Nyman, j'ai des BO de lui d'ailleurs, hein, notamment pour Peter Greenaway. Donc il y en a que j'adore, hein, mais j'adore. Mais c'est, comment dire, il y a des moments où je trouve qu'il cède à une facilité mélodique, voilà, qui fait que je suis moins fan que de Philip Glass par exemple. Voilà, où il est totalement dans le courant. Il y a aussi des trucs où il est clairement très 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 influencé par Steve Reich. Que j'adore. Donc voilà. Donc pour moi, il est très doué, mais c'est pas un mec que je mets au même niveau qu'un Badalamenti ou même quelques autres. Voilà, c'est totalement personnel, hein, totalement subjectif, évidemment. As-tu vu Seul contre tous de Gaspard Noé avec Philippe Nain, très flippant? Oui, bien sûr, je l'avais vu. Je suis pas très fan de Gaspard Noé, hein, mais enfin alors, à part Irréversible, dont j'ai d'ailleurs le coffret dédicacé que j'avais eu chez Album, enfin avant que ça s'appelle Metaluna, puisque Gaspard Noé allait souvent, enfin sûrement encore le cas, traîner là-bas. Donc voilà, alors oui, ce contre tous, donc ouais, je suis moins c'est pas le truc qui me plaît le plus dans sa filmo, mais c'est ouais, c'est très flippant, ouais. Et non, mais Gaspard Noé, c'est quand même très intéressant à chaque fois. Je viens de revoir Carrie et non seulement la mère m'a fait flipper, mais j'ai aussi versé ma larme pour cette jeune fille perdue, conspuée et finissant aux enfers, quel chef-d'œuvre. C'est clair, hein, moi Carrie, c'est une de mes adaptations préférées de King, et ça fait d'ailleurs partie avec Christine des films inspirés de ses romans où je trouve que ces romans ont été sublimés. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelques changements, des petits trucs, et pour moi ça tire vers le haut. À la base, on a de très bons romans, hein, évidemment, mais Carrie, oui, c'est un chef-d'œuvre, un vrai chef-d'œuvre, et qu'à voir de toute façon l'empreinte qu'il a laissée dans le monde du cinéma, j'allais dire horrifique, mais même du cinéma tout court en fait. Puis c'est si se passait avec incroyable. Enfin, moi c'est la première fois que je l'ai vu, j'étais vraiment très jeune. Ça m'a vraiment, je sais pas, je peux dire que ça m'a fait peur, pas forcément, mais ça m'a traumatisé. Et le but de ce genre de film pour moi, c'est pas vraiment de provoquer, voilà, la frayeur et tout quoi. Mais là, plus la sidération horrifiée, quoi, un truc. Moi qui suis un passionné d'affiches de cinéma, je voulais savoir quel lien avais-tu avec les affiches, quelle époque préfères-tu pour les visuels, quelles sont tes affiches préférées, pourquoi? Ouais, j'adore les affiches, alors pas toutes, hein, du coup, évidemment. Mais c'est vrai que j'ai une relation aux affiches de ciné extrêmement forte, enfin, passionnée, quoi. Et à tel point que quand j'adore un film et que l'affiche est horrible, ce qui arrive, je suis dégoûté, mais c'est disproportionné. Même voilà, mon agacement n'est pas comment dire, il n'est pas vraiment justifié quoi. Et c'est pareil. Alors c'est pareil pour tous les supports visuels. Si j'achète un roman et que la couve est moche, ça m'énerve. Et à l'inverse d'ailleurs, si j'achète un roman et que je trouve la couve très cool, je suis trop content, mais trop content. Alors qu'un roman, normalement la couve t'en fous un peu quoi, je sais pas. Voilà, c'est pareil pour les albums de musique, bien évidemment. Il y a des albums que j'adore et je trouve les pochettes à chier et je n'arrive pas à passer outre en fait, ça m'énerve en permanence. Donc voilà, donc les belles affiches, j'en avais parlé un petit peu je crois quand on m'avait demandé est-ce qu'il y a des affiches que tu adores de films que t'aimes pas du tout. Voilà, j'avais parlé de Explorers par exemple. La période que je préfère pour les affiches, c'est la période en fait où on n'était pas encore dans l'avalanche de déclinaison, voilà. Moi ça j'aime pas du tout, voilà, je ressors mon côté vieux con réac, mais moi j'aimais quand les films avaient une affiche, parce que du coup elle était beaucoup plus mise en avant, normal, hein, et impactante, et etc. Il y avait parfois des affiches déclinées, selon les pays, ça pouvait arriver, hein, Rambo par exemple, l'affiche qu'on a eue, et qui est toujours restée d'ailleurs, c'est une réalisation, je crois, française, et elle n'est pas... elle est réservée au marché français, je veux dire. Voilà, aux États-Unis, c'était une autre peinture, d'ailleurs, voilà, First Blood.
Mais bon, voilà, il y en avait deux. Enfin, c'était pas, voilà, c'était pas énorme. Aujourd'hui, avant même que le film y sorte, t'en as 40, 50 qui sont officiels, hein, mais qui, voilà, c'est pour essayer de plaire à tout le monde, je ne sais pas. Ça me pète les couilles, perso. Donc voilà, donc je dirais, ouais, les années 70, les années 70 et 80, 90, les affiches ont quand même commencé à devenir moches, je trouve, y compris pour des films que j'ai kiffé, à quelques exceptions évidemment. Je parlais de David Lynch tout à l'heure, l'affiche de Lost Highway que j'ai longtemps eu chez moi, voilà, mais elle est sublime, enfin il y en a d'autres, hein, évidemment, il y a d'autres cas. Mais c'est plutôt, ouais, c'est plutôt cette période-là. Je trouve que les affiches étaient mieux travaillées, et peut-être parce que justement ils savaient qu'en plus il n'y aurait pas 10 000 déclinaisons, genre si on a 3 moches c'est pas grave, parce que de toute façon au total il y en a 12, donc bref. Et quelles sont tes affiches préférées? Bah, vous le savez en fait si vous me suivez depuis un petit moment, parce que c'est celle que j'ai eu en décor, enfin en décor. Et je dis décor parce que sur YouTube, mais concrètement c'est juste des affiches qui sont dans mon bureau quoi. Classe 84 qui d'ailleurs est juste devant moi là, mais elle reviendra derrière moi tôt ou tard. Celle-là je l'adore. Rambo bien sûr, que vous voyez juste le bas, mais vous la voyez quand même. Que je trouve extraordinaire, donc la fiche française, que je préfère d'ailleurs à la fiche américaine. Sinon, il y en a beaucoup que j'adore. Et des fois d'ailleurs dans des styles où moi-même ça me surprend. Par exemple, j'adore, et elle est juste là, la fiche de Fletch avec Chevy Chase, où il a toute les cartes d'identité avec ses déguisements. J'adore cette affiche, et même sa tronche à lui, c'est fabuleux. Donc voilà, bon, moi-même ça me surprend. Et puis j'adore l'affiche de Razorback par exemple que j'ai. Il y en a vraiment plein. Hein. Sincèrement, l'affiche de Purple Rain est tellement belle. J'adore cette photo. La liste est sans fin. Mais vous savez, enfin voilà, franchement, vous pouvez vite deviner si vous voyez, si vous me suivez sur YouTube ou si vous avez visionné des vieilles vidéos. J'ai fait en sorte que mes affiches préférées apparaissent systématiquement à un moment ou à un autre depuis que la chaîne existe. As-tu aimé Tom Cruise en star du rock dans Rock Forever? Ouais, je l'ai adoré. Il m'a beaucoup fait rire. Et Rock Forever, c'est vraiment le truc sous le tapis là, hein, mais moi j'ai bien aimé, il faudrait que je le revoie, hein. C'est pas un truc que j'ai adoré, mais j'avais bien aimé quand même. C'est pas à prendre au sérieux, bien évidemment, mais je trouve pas que ce soit une bouse, quoi. Ou alors, faut vraiment redéfinir bouse, quoi. As-tu découvert avec des années et des décennies de retard des groupes et artistes solo des années 80 dont on parlait peu ou pas à l'époque grâce à internet? Ah ouais, ou au bouche à oreille, super intéressant. Si oui, y en a-t-il quelques-uns qui ont été des coups de cœur carrément? Ouais, par exemple j'ai découvert il y a quoi, 4 ans un groupe allemand des années 80 de pop électro un peu, mais enfin pop minimaliste on va dire, qui s'appelle The Twins. Voilà, ils avaient fait un tout petit tube, mais j'ai l'impression que le tube, en tout cas, il est pas arrivé en France et il est pas du tout arrivé aux États-Unis, qui s'appelait Face to Face. Et d'ailleurs, si vous regardez le clip, vous allez hurler de rire tellement ça dégouline de tout ce qui se faisait à l'époque comme style, quoi. Mais c'est impossible de pas rire en fait quand tu regardes le clip de Face to Face. Et The Twins, par exemple, c'est un groupe où voilà, je connaissais pas du tout aucune chanson. Et j'ai écouté un peu toutes leurs discos et j'ai commandé 3 de leurs albums en CD. Parce que je suis un vieux con. Et c'est vachement bien, vraiment bien, il y a plein de trucs que j'adore. Il y a aussi ce groupe de métal des années 80 qui s'appelle Streets, qui clairement n'a pas du tout décollé, puisque j'en ai jamais entendu parler. Et je suis tombé dessus, pareil, il y a 5 ans, un truc comme ça. Et à cet album où il y a une balle sur la pochette, là j'ai oublié le titre, mais je vous mettrai le visuel que je trouve génial et que je connais par cœur maintenant et que j'ai écouté 1 milliard de fois. Le CD est assez cher, il est dur à trouver, il est assez cher. Il y a une réédition remaster assez luxueuse il y a quelques années, il y a 2 ans je crois. Faudrait que je me le prenne. En attendant, je l'ai sur l'ordi en fichier, tout ça, et c'est génial. Il y a aussi Ice House, voilà, dont parle Bret Easton Ellis d'ailleurs dans son roman Les Éclats. Ice House, j'ai découvert peut-être il y a 3 ans, comme ça. Immense claque, j'en avais jamais entendu parler non plus, et je connaissais aucun de leurs titres. Hein. Quand j'ai tout écouté, j'ai écouté les soi-disant tubes et tout. Ok. Bon, en France, ça nous était pas parvenu, quoi. Voilà, ça fait 3 exemples auxquels je pense. J'en ai pas d'autres immédiatement, mais il y en a sûrement 1 ou 2 autres, quoi. Mais donc oui, c'est arrivé, ouais. Et chaque fois, c'est une surprise complètement
fabuleuse, mais une vraie surprise. Parce que je me dis, ah, mais t'as l'impression que tu connais un peu tout, quoi. Et en fait, non, il y a des trucs encore où t'as jamais entendu parler, t'as jamais entendu. Te souviens-tu ou connais-tu le groupe gallois The Alarm? C'était un second couteau des années 80 qui était dans l'ombre de U2, Simple Minds, et qui avait eu un certain succès, des Steam, faute de mieux. Là, tu me cites plein de titres. The Alarm, je connais de nom. Je vois les pochettes d'albums, je me souviens qu'il y en avait à la Fnac et tout, effectivement oui, mais j'y suis allé à une époque pour écouter, je me souviens que j'ai pas accroché. Je trouvais le nom génial, The Alarm comme nom de groupe, mais là tu as ouais, les titres que tu me cites, ça me dit rien du tout. Je sais que je les ai écoutés parce qu'à un moment j'ai vraiment écouté en me disant ça se trouve ça va me plaire, et au final non. Si un personnage comme Henry Callahan apparaissait dans une série actuelle, comment serait-il perçu par la critique comme le public vu le contexte d'aujourd'hui? Inspecteur Harry, donc on est bien d'accord. Bah il serait perçu... Ouais, il serait très mal perçu. Il était déjà mal perçu à l'époque. Moi je me souviens. Hein. Enfin en France, t'avais quand même des critiques qui disaient gros facho. Enfin vraiment, hein, réac de ouf... misogyne, tout ça. Et le problème, c'était que, comme l'a très bien dit d'ailleurs Ellis il y a pas très longtemps, il y a la tentation de la censure qui est vraiment terrible dans la cancel culture et dans le mouvement qu'on appelle woke, mais en fait maintenant ça ne veut vraiment plus rien dire. Enfin, moi je vois des gens parler de wokisme et quand t'écoutes ce qu'ils disent, ça n'a rien à voir. Enfin c'est pas ça dont ils parlent en fait. Donc c'est devenu un mot, des mots qui... Bon bref. Mais on voit quand même de quel mouvement je parle. C'est vrai que la volonté d'interdire ou d'imposer, c'est pas possible. Et comme disait Ellis, on va arriver à un moment donné où il sera mal vu de créer des personnages négatifs. Tout simplement, en fait. Sauf si vraiment on leur... comment dire, on les cadre dans une œuvre ultra moraliste. Et où là, on dirait, oui, ok, il n'y a pas d'amalgame, que c'est vraiment un gros vilain et tout. Et là, ça, pour moi, c'est inacceptable, mais c'est dangereux, enfin c'est complètement enfin c'est une philosophie fascisante hein, totalement, ni plus ni moins. C'est comme ces exigences aberrantes qui vont à l'encontre de la base du 7e art, où il y a des mouvements qui disent, par exemple le créateur de Squid Game s'est fait insulter, etc. parce que le personnage trans dans Squid Game 2 est interprété par un acteur. Pour eux, voilà, c'est une insulte, etc. Alors, bon, le mec a répondu en disant ok les gars, allez me trouver un acteur ouvertement trans en Corée et on en reparle. Un bon acteur, c'est possible. Donc bon, donc ça s'est calmé. Les mouvements ont dit ah oui, d'accord, ok, bon, ça va pour cette fois. Mais comme dit Ellis, si à un moment pour jouer un gay, il faut être gay, pour jouer un trans, il faut être trans, pour jouer un obèse, il faut être dans la vraie vie obèse et pas utiliser des prothèses ou je sais pas quoi, ce n'est plus jouer. Enfin, ça n'a plus aucun sens. Vraiment, ces gens sont fous, en fait. Je suis entièrement d'accord avec lui. C'est triste, en fait. C'est triste parce que c'est le dépouillement du raisonnement, en fait, par des convictions. Mais alors... Bref. C'est compliqué. Donc voilà. Donc oui, il serait très mal vu. Mais comme dit Ellis, d'ailleurs, on ne me laisserait pas écrire American Psycho aujourd'hui. Et je pense qu'il n'a pas tort. Alors, c'est un peu exagéré, mais je pense qu'effectivement, aucun éditeur, aucun grand éditeur ne prendrait le risque de publier une œuvre comme American Psycho dès lors que elle ne se conclut pas sur une morale suraffirmée et où elle n'émet pas de jugement sur ce qu'elle raconte. C'est comme d'ailleurs dans les maisons d'édition, maintenant il y a des... J'ai appris ça, il y a des gens qui sont payés pour lire les manuscrits, qui sont retenus, et déceler tout ce qui pourrait froisser des communautés grande gueule, on va dire. Les moins sensibles, mais qui, voilà, au lieu de raisonner, vont immédiatement sur les réseaux hurler, s'ouvrir les veines et tout. Et tenir des propos haineux, accessoirement. Et il dit, c'est complètement terrifiant, parce que du coup, même les auteurs, sachant cela, n'osent plus rien écrire, du coup. Donc, bah, quelle période fabuleuse, ne vivons-nous pas? Connais-tu et que penses-tu du groupe Imagine Dragons? J'en pense vraiment rien. Je connais parce que bah, c'est extrêmement connu. J'aime pas, hein, clairement, ça me touche pas du tout. Après, ils sont très doués. Hein. Enfin, les chansons sont vachement bien. C'est un peu comme U2, tu vois. Enfin, il y a quelqu'un qui parlait de U2 tout à l'heure. Moi, je suis pas fan du tout, mais je reconnais le talent. C'est un bon groupe. Enfin, ce sont des bons groupes. Évidemment. Connais-tu le groupe de post-punk New Wave Killing Joke? Et qu'en penses-tu? On ne parle jamais de ce groupe en France. Alors moi, à part une chanson dont j'ai oublié le titre, parce que je suis une merde, j'aime pas du tout Killing Joke, mais je reconnais, alors par contre je reconnais son
son importance dans tout le mouvement post-punk, new wave, etc. Son influence est réelle. Et il fait partie de ces groupes, c'est un peu comme... il y en a qui disent là, dans le glam metal, l'influence de groupes comme les New York Dolls ou Neurox, des trucs comme ça, des groupes qui n'ont pas du tout marché en fait. Mais qui ont par contre influencé plein de gamins qui eux ont eu du succès après en formant leur groupe à eux. Donc voilà, donc Killing Joke, non pas fan malheureusement, c'est vrai qu'on en parle peu, enfin beaucoup moins que d'autres artistes qui ont beaucoup plus réussi dans le milieu. Je peux pas vraiment gueuler parce que j'aime pas, je suis pas très fan quoi, mais il y a une chanson que j'aime vraiment beaucoup, et d'ailleurs c'est une chanson qui, enfin, quand j'en avais parlé autour de moi à l'époque à mes potes qui sont fans de Killing Joke, ils m'avaient dit ouais mais c'est la chanson qui ressemble pas du tout du Killing Joke, et en effet on jurerait du Simple Minds. Mais vraiment, voilà. Mais alors du Simple Minds très en forme hein, quand même, hein, voilà, très puissant. Si j'ai été bien assidu, je ne t'ai jamais entendu parler de ces deux films, The Kings of Summer de Jordan Vogt Roberts, pardon, très beau film avec Nick Offerman qui a un côté Stand By Me, ainsi que Ping Pong Summer de Michael Tully, un vrai kiff nostalgique avec la sublime Susan Sarandon. Alors Ping Pong Summer, je l'ai vu il y a très longtemps et je l'ai bien aimé, tu vois, mais c'était vraiment... Enfin, il a du charme ce film, mais il m'a pas marqué, quoi. C'est pas un film que j'adore de l'époque. C'est vrai que... Alors par contre, tu as été bien assidu parce qu'effectivement, j'en ai jamais parlé. Et là où je vais te remercier, mais alors infiniment, c'est que figure-toi que je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler du film The King of Summer, donc de 2014, si j'ai bien vu, mais c'est fou en fait. Donc je suis allé voir, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce film? J'ai vu qu'effectivement il était comparé à Stand By Me, mais comparé pas en mode c'est un rip-off, hein, comparé au sens noble, en disant il y a quelque chose qui peut faire penser, etc. dans la subtilité, l'émotion, etc. Donc j'ai foncé dessus parce que je ne connaissais pas, et c'est tellement rare que je découvre des films qui sont sortis de longues années en arrière et que j'ai loupé, quoi, juste totalement. Et je me suis retrouvé tellement touché, amusé par moments, attristé. J'ai trouvé que c'était magnifique, j'ai adoré ce film, donc immense coup de cœur. Merci infiniment à toi, du coup. Ça, vous savez, sur ma chaîne, ça m'arrive régulièrement que je remercie les abonnés parce que c'est très souvent vous qui me faites découvrir des trucs, enfin très souvent. C'est un vrai jeu de ping-pong, c'est le cas de dire, et je trouve ça super cool. C'est assez équilibré en fait. Je vous fais découvrir des trucs, vous me faites découvrir des trucs. Et là, Kings of Summer, si vous ne l'avez pas vu les amis, c'est vraiment... Il faut que je me le procure du coup, enfin j'aimerais beaucoup me le trouver en physique, je pense que ça doit pas être trop compliqué à trouver en DVD, et il doit exister en Blu-ray j'espère. Il y a un moment où j'ai eu un tout petit peu peur que ça parte dans un truc un peu trop léger, c'est la scène où il y a baston avec le père. En fait c'est très drôle, mais c'est très bref, et après en fait non, je me suis inquiété pour rien. Et non seulement je me suis inquiété pour rien, mais après ça s'affirme vraiment dans un ton que moi j'adore et qui est donc assez sensible, où il y a une forme de fausse légèreté, mais l'alchimie entre les trois, ça sonne tellement juste. Enfin, une fois de plus, hein, ils jouent tous extrêmement bien. Le père est fabuleux aussi. Enfin, voilà. Et j'ai beaucoup aimé la fin également. Très 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 beau film. Merci encore pour cette découverte pour moi monumentale. As-tu déjà écouté le Bratislava podcast? Est-ce que ça t'intéresse? Et qu'en as-tu pensé? Oui, bien sûr, j'ai déjà écouté. Ça m'intéresse, ça dépend un peu des sujets, mais Bratislava c'est quelqu'un qui est... C'est comme en interview, hein. Moi je peux écouter mais des heures et des heures et des heures de ce mec qui blablate, mais de n'importe quoi en fait. Ça m'intéresse, je sais pas comment dire. Pourrait parler de réfrigérateurs aux États-Unis, je dirais ouais, mais pourquoi il en parle? Ok, j'écoute. Mais j'écoute. Donc ouais, je suis super content qu'il ait ce podcast. C'est payant, mais c'est pas cher du tout. Puis c'est normal que ce soit payant. Aimes-tu Fields of Nephilim? Non, à part une ou deux chansons, il me semble que mon épouse m'a fait découvrir. Parce que mon épouse est plus cultivée que moi dans ce domaine. Moi, sorti de Sisters of Mercy, Susan Banshees, et peut-être deux trois autres groupes comme ça, j'ai pas accroché à grand chose dans cette niche musicale, mais quand elle était ado, ma chérie elle était vraiment à fond, elle écoutait tout, elle connaissait tout. Je crois qu'il y a une ou deux chansons que j'aime beaucoup d'eux, mais je suis pas expert, j'ai jamais eu d'album ni rien. As-tu vu la série de Canal SS Rock Heroes? Je suis sûr qu'elle te plairait, très rock. Je n'en ai jamais entendu parler. Donc je l'ai noté pour aller voir ce que c'est. Donc merci beaucoup, mais effectivement, je suis passé complètement à côté. Et
Je sais pas si j'ai des potes youtubeurs qui en ont parlé, mais j'ai pas l'impression. As-tu déjà vu de Villainess, une dinguerie style Nikita ou sud-coréenne? Ouais, alors ça complètement. Après, c'est tellement chorégraphie et tout. J'ai bien aimé, hein, franchement, et j'ai bien aimé, mais c'est vraiment tellement. Quand il y a un moment où tu peux tellement plus prendre le truc au sérieux, et c'est pas ce qui est demandé, hein, c'est pas le but du film. Le but du film, c'est du fun, voilà. Mais que bon, j'ai bien aimé, mais sans plus, très 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 sincèrement, parce que l'intrigue en plus, elle est vraiment très BD, je trouve. Après John Wick au féminin, c'est sympa, quoi. Alors dans la réal, je te rejoins, c'est une dinguerie. Ça c'est vrai. Non mais là-dessus, ils sont trop forts, hein. Visuellement, des mouvements de caméra même. Moi qui suis pas hyper sensible à ce genre de truc, sauf si quand c'est vraiment flagrant. Voilà, c'est flagrant. Il vient de sortir le roman Qui veut la peau de Roger Rabbit de Gary Wolfe, publié pour la première fois en français. Est-ce que tu le connaissais? Apprécies-tu également le film? Alors, j'avais adoré le film. J'ai vu d'ailleurs qu'il se fait défoncer par les mouvements de cancel culture, et etc., etc., parce que Jessica, c'est Jessica, je crois. Voilà, être sexualisée. En fait, maintenant, on n'a plus le droit de créer une femme sexy. C'est magnifique. Il y a vraiment, il y a quand même un truc. Enfin bon, je sais plus avec qui j'en parlais il y a quelques temps. On a un énorme problème avec le féminisme actuel, quoi, qui se fait ronger de l'intérieur par la misandrie. C'est complètement dingue et super triste. Bref, enfin super triste pour le vrai féminisme. J'adore le film. Enfin, je l'ai pas revu depuis très longtemps, mais j'étais allé le voir au cinéma à sa sortie et j'avais surkiffé. Et je l'ai revu depuis quand même, évidemment. Ça a vieilli, mais bien, je trouve. Ça fait personnel, hein. Et cette folie, ce ton hyper impertinent, c'est tellement riche aussi. Et, par contre, je n'ai jamais lu le bouquin. Voilà, j'aurais pu le lire, hein, puisque comme j'ai énormément de bouquins américains, enfin en anglais, pardon. Mais je savais pas du tout qu'il sortait en français, c'est génial. Mais je ne l'ai pas lu. Donc, voilà. Après, enfin pour moi, Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est tellement synonyme d'impact visuel. Est-ce que j'ai vraiment envie de lire? Mais c'est forcément génial, hein, évidemment. As-tu vu Bad Boy Buddy? Non. Je me suis noté du coup. Mais non, non. Et c'était la dernière question sélectionnée. Je vais donc m'arrêter là. Je me demande si c'est pas une bonne idée d'essayer de faire chaque semaine un petit JDV. Quand dans la semaine elle-même, j'ai pas vraiment de temps. Quitte à ce que parfois il soit beaucoup plus court que d'autres numéros, etc. Mais ça maintient un contact entre nous. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.